il y avait un truc qui clochait pour moi dans les vélos pliants, c'est pourquoi ils ont tous des petits trous, quoi. J'arrivais pas à comprendre ça. C'est-à-dire, je me disais, ok, les roues pour faire compact, bah, on met des petits trous parce qu'on cherche du coup on fait un compromis. Ah, et moi, compromis, c'est un mot que j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop faire de compromis. Pourquoi faire un vélo pliant? Parce que c'est la seule solution au vol de vélo, c'est la seule solution au problème de rangement du vélo. Donc la catégorie du vélo pliant devrait exploser. Et en réalité, il n'y a pas d'innovation, très peu d'innovation dans ce domaine-là. Ce qui est formidable quand on conçoit un objet qui se plie, c'est que du coup, on conçoit deux objets. On conçoit l'objet plié et l'objet déplié. Et en plus, un troisième truc qui est ce qui se passe entre les deux. Quand on veut faire des tubes hydroformés, par exemple, il n'y a pas de fabricant en Europe, quoi. Il n'y en a pas. Donc on ne peut pas comparer. Quand on veut faire de la forge 3D, qui est une des technologies qu'on utilise, non, ça n'existe pas en Europe. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours, de son expertise, écouter ses conseils et décrypter l'actualité. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo depuis toujours, et vous êtes en roue libre. Gilles Henry est le fondateur des cycles Bastille, créateur du vélo Bastille et de la mythique poussette Yo-Yo. Lorsqu'il a créé la Yo-Yo, il a changé la vie de plus de 2 millions de familles à travers le monde. Ingénieur de formation, il s'est employé à résoudre le problème de l'encombrement des poussettes dans les appartements et les transports. Son travail a eu un impact sans précédent sur le quotidien de millions de personnes. Aujourd'hui, Gilles s'attaque au vélo avec les mêmes ambitions et avec le Bastille qu'il définit comme un vélo à grande roue qui se plie et qui privilégie le confort de roulage. Un engin complexe à fabriquer, d'autant plus qu'il fait appel à des techniques de fabrication peu utilisées dans l'industrie du cycle, et qu'il est fabriqué et assemblé en France. Dans cet épisode, vous découvrirez comment est née l'idée de la yo-yo, comment Gilles a appliqué le concept de la yo-yo au vélo pour créer le Bastille, comment il s'est entouré des meilleurs spécialistes français pour avoir le produit le plus abouti, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées sur un projet industriel comme celui-ci, comment il est possible de produire en France tout en étant compétitif, quel est l'avenir du vélo pliant sur le marché, comment on rassure les investisseurs dans une période comme celle-ci, et plein d'autres choses. Cet épisode d'En roue libre vous est proposé par Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Le vélo est un univers passionnant mais qui nécessite des connaissances et une culture approfondie pour viser juste. La mission de Line est de vous guider et de vous accompagner dans tous vos projets liés au vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Si vous lancez un projet dans le vélo et avez besoin de vous faire accompagner, contactez-moi sur LinkedIn. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à votre épisode d'En roue libre avec mon invité. Eh bien, bonjour Gilles, Gilles Henry, Bonjour Antoine. créateur du Bastille, le vélo qui se plie. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'entendre dans En roue libre. Bienvenue. Merci, ravi d'être là. Bon, bah écoute Gilles, ouais, je suis ravi à plusieurs égards, puisque tu viens de dévoiler un vélo sur lequel que j'ai testé d'ailleurs, Ouais. et que j'ai eu l'occasion de découvrir dans le détail. Et mon sentiment est que ce vélo peut changer beaucoup de choses. Et franchement, je le pense vraiment. Il y a une histoire derrière ce vélo. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette histoire, que je préfère que ce soit toi qui la raconte, cette histoire, parce que moi je pourrais le faire, mais ça va durer des plombes. Et toi, tu as l'habitude de le faire maintenant, tu es rodé, puisque cette semaine, tu es déjà passé dans un podcast qui est celui de Mathieu Stéphanie, que je salue. Voilà. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette belle histoire qui est l'histoire du Bastille? Oui, c'est une histoire, c'est une aventure même, je dirais. C'est une longue histoire, puisque moi, c'est un projet que j'ai commencé il y a 8 ans, que j'ai commencé en 2015. L'histoire, elle est la suivante, c'est que
dans mon histoire précédente, il se trouve que j'avais créé un autre produit qui est la poussette Yo-Yo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est par ça que je m'étais fait connaître. Donc, la Yo-Yo est sortie en 2012. Et donc, c'était une poussette pliable, euh, allez, disons-le révolutionnaire, enfin en tout cas, elle a bousculé tout le marché de la puériculture, ça a été un succès phénoménal, on a vendu près de 2 millions d'exemplaires dans plus de 90 pays, enfin bon voilà, c'est une histoire de dingue, moi je venais pas de ce monde-là, je crée un produit et il devient cet objet incroyable qu'on trouve partout dans toutes les rues, enfin qui ont quasiment un monopole dans certaines zones urbaines. Donc, aventure extraordinaire. Et en 2015, alors que ça faisait 3 ans que la Yo-Yo avait été lancée, et voilà, elle était sur les rails, et elle était partie vers le succès qu'on lui a connu. Je me suis dit, mais je fais quoi maintenant? Parce que c'est pas moi qui gérais le projet, hein. Je m'étais associé avec la marque Babyzen qui s'occupait de tout ça. Et moi, je fais le bilan de tout ça. Je me dis, j'ai adoré cette période-là et j'ai envie de faire la même chose dans d'autres domaines. Et donc, je me suis dit, bah, c'est quoi ma spécialité? C'est l'innovation par le pliage. Parce que je trouve que réinventer un pliage, partir d'un produit pliant et puis se dire, il y a certainement une autre façon de le plier, beaucoup plus sympa, beaucoup plus smart. Mmh. Et ce que j'aime dire, c'est que moi, ce qui est très important pour moi, c'est que le pliage doit être un élément de plaisir du produit et pas seulement une opération technique. Et il se trouve que pour chercher l'inspiration dans les poussettes, très tôt, j'avais regardé les vélos pliants parce que je me suis dit, il faut que j'aille voir d'autres types de produits. Et j'avais observé tout le marché du vélo pliant. Évidemment, il existait déjà à l'époque plein de choses et aujourd'hui encore, plein de vélos pliants, mais et je voyais des concepts qui étaient très intéressants, moi qui m'intéressais à la mécanique, machin, tout ça, comment ça pivote et tout ça. Mais le constat qui venait immédiatement après, c'est que il y avait un truc qui clochait pour moi dans les vélos pliants, c'est pourquoi ils ont tous des petits trous, quoi. Je n'arrivais pas à comprendre ça. C'est-à-dire, je me disais, euh, ok, les roues pour faire compact, bah, on met des petits trous parce qu'on cherche du coup on fait un compromis. Ah, et moi, compromis, c'est un mot que j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop faire de compromis. Et je me suis dit très tôt, mais moi, si je faisais un vélo pliant, j'aimerais faire un vélo à grande roue qui se plie. Et donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête. J'avais écrit ça dans un carnet. Et très tôt, et puis après, je développe la yo-yo, voilà, je bosse à fond là-dessus pendant plusieurs années. Et donc en 2015, je me retrouve avec cette idée-là en tête et avec cette envie aussi de créer un truc à moi, d'aller plus loin, de profiter de toute cette expérience que j'avais eue avec la yo-yo, une expérience encore une fois absolument extraordinaire, et le plaisir de voir des objets que j'ai créés dans la rue, dans les rues du monde entier. Et je me suis dit, ben ouais, il y a quelque chose à faire dans le vélo. Et mon projet d'après, ça va être de faire un vélo pliant en utilisant cette même exigence en fait sur le pliage qu'on avait avec la yo-yo. En gros, de faire la même chose que faire le yo-yo du vélo, quoi. Donc c'est parti comme ça. Et puis, ben, ça a été un long chemin, entouré de plein de gens, mais voilà, un chemin extraordinaire. Donc on est là aujourd'hui avec un produit qui existe, qui n'est pas encore dans les rues, qui n'est pas encore dans les magasins, mais on y travaille, on va y aller bientôt. Et donc c'est ce produit qu'on a enfin eu plaisir à révéler récemment. C'est ce que je trouve absolument génial, c'est que il y a plein de choses, il y a plein de choses passionnantes dans ce que tu dis. Euh, Déjà, effectivement, la yo-yo, c'est euh, c'est un objet absolument mythique. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle famille habitant en zone urbaine, périurbaine ou même voyageant, prenant l'avion, ou même le train, la voiture, enfin, pour les familles, c'est un objet de désir aujourd'hui, la yo-yo. T'es en quelque sorte un peu obligé d'avoir une yo-yo si tu veux un peu te déplacer avec des enfants, être un minimum mobile, quoi. Et
Et c'est ce que je trouve génial, c'est ce côté, ce dénominateur commun, c'est quand même aussi la mobilité, pouvoir se déplacer, déplacer un enfant, euh, sans être handicapé par le volume du dispositif en question, quoi. Ouais, tu sais, il y a un truc, il y a un truc qui est vraiment fou dans cette histoire-là. C'est que, bon, évidemment, la yo-yo, elle est pratique. Alors, on peut dire, oui, c'était la première poussette au monde qui était au format bagage cabine. On pouvait l'emmener avec soi en avion. C'était la première poussette qu'on pliait, dépliait d'une main, avec son enfant dans les bras. Enfin, ouais, il y a des choses comme ça qui sont des choses objectives. Mais ce qui ressort à la fin, quand on interroge les gens qui ont une yo-yo, c'est que quasi systématiquement, les gens disent, ah, la yo-yo, mais elle m'a changé la vie. Et ça, c'est un truc qui est fort, quoi. Mm, C'est-à-dire, c'est plus que son, comment dire, même son usage au quotidien, c'est que les gens se rendent compte que ça leur permet de, soit de vivre différemment, soit de continuer à vivre comme ils vivaient avant, quand ils n'avaient pas d'enfants, donc de continuer d'être cool, etc. Et il y a aussi, je reviens là-dessus, le pliage. Quand le pliage devient un espèce de truc un peu magique, et ben, ça crée une espèce de connivence avec le produit. Les gens sont heureux de faire la démo à leurs amis, etc. mm. Et tout ça combiné fait que les gens ont une expérience complètement différente et un attachement complètement différent au produit. Et en développant le vélo Bastille, je me suis dit, je veux faire la même chose. Je veux le vélo qui change la vie des gens, quoi. Donc on travaille beaucoup sur les usages, à quoi ça sert, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça et comment ils vont se l'approprier. Alors, je te rejoins sur le côté expérience du pliage, puisque j'ai eu l'occasion d'essayer, après des années à regarder ces petits vélos d'un coin de l'œil en me disant mais qu'est-ce que c'est que ces vélos pour enfants. Donc je parle des Brompton. J'ai eu l'occasion d'essayer l'un de leurs modèles, le T-Line, donc c'est un modèle en titane avec pédalier, tige de selle, guidon et carbone. Et je me suis retrouvé avec un vélo, avec un engin que, à chaque fois que je le pliais ou que je le dépliais, j'étais en démo. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit le truc le plus cool, presque, que j'ai fait de la journée, qui était de plier et déplier le vélo. Et ça, je parle même pas des moments où je le faisais devant des gens, en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a ce côté où tu es là, en fait, t'es tellement fier de montrer à quel point le produit est cool, pratique et tout ça, qu'en fait, finalement, tu deviens le meilleur ambassadeur de la marque. Alors que moi, la veille, franchement, j'avais pas forcément beaucoup d'affect là-dessus. Et c'est ce que je trouve génial. Et c'est effectivement, je comprends pourquoi toi et tes équipes, vous avez travaillé sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment un élément où, en fait, en tant que client d'un vélo, en tant que propriétaire d'un vélo comme le Bastille, en fait, ça permet à tes clients de devenir des ambassadeurs, en fait. Ouais, ouais, carrément. C'est d'ailleurs un des, comment dire, un des points communs entre un vélo et une poussette, c'est que c'est dans la rue. Donc, on connaît la poussette, on connaît le vélo de ses amis, de ses voisins. Et donc c'est un formidable outil. Enfin, tout le bouche à oreille qu'il peut y avoir autour d'un produit comme ça, c'est assez extraordinaire. Mm. Et ouais, le pliage, c'est un truc. Enfin, moi, j'arrive pas à me lasser du pliage. Je trouve que tout devrait être pliable, quoi, en fait. Et j'adore tous les vélos pliants. Tu sais, il y a beaucoup de gens disent, il y a trois catégories de vélos qui sont amenés à se développer à l'avenir. Bon, le vélo électrique, bon, ok, le VAE, c'est largement lancé depuis longtemps. Le vélo cargo, c'est bien parti aussi. Et la troisième catégorie, c'est le vélo pliant. Et c'est vrai que il y a des marques super et moi j'adore Brompton, je trouve que c'est génial ce qu'ils font et il y en a d'autres qui font des très beaux vélos, mais c'est une catégorie qui globalement devrait vraiment grossir, quoi, parce que le vélo pliant, on l'a pas encore dit, mais c'est pourquoi faire un vélo pliant? Parce que c'est la seule solution au vol de vélo, c'est la seule solution au problème de rangement du vélo. Donc la catégorie du vélo pliant devrait exploser et en réalité il n'y a pas d'innovation, très peu d'innovation dans ce domaine-là. Et moi aussi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser là où personne ne va, quoi. Mais oui, alors je te rejoins aussi sur ce sujet-là qui est l'explosion du vélo pliant. Déjà parce que effectivement,
il y a un manque d'offres, il y a un quasi-monopole de la part de nos amis de chez Brompton, et presque à juste titre, puisqu'ils ont Ouais, fait un vélo qui est absolument... c'est une idée, une pièce de génie, en fait, qui a évolué au fil des 30 dernières années, donc forcément on voit que ça. Maintenant, le développement du vélo pliant, c'est nécessaire, souhaitable, d'une part parce qu'en fait, même en termes de transport, moi, tu vois, si je veux prendre les transports en commun en heure de pointe, selon la RATP et SNCF, c'est impossible pour moi, sinon je me prends une prune, je peux me prendre une amende. En termes de place dans les appartements, enfin voilà, dans les lieux où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace, et ben on a besoin de pouvoir stocker son vélo. Et puis bah il y a peut-être un élément aussi qui est intéressant à prendre en compte, c'est que les vélos pliants bénéficiaient, je sais plus exactement, de l'aide, en ouais, fait, toujours, de l'aide absolument. régionale. Ouais, ouais, Donc, comme les VE, comme les vélos cargo, ouais. et donc, ça, c'est un élément qui est aussi intéressant. Mmh. Oui, oui, bien sûr, on prend ça en compte. Oui, oui, non, il y a toujours l'aide régionale. Enfin, en région Île-de-France, c'est 400 €, mais il y a des aides qui existent dans les différentes régions selon différents comment dire, process. Mmh. Alors, le pour en revenir, rapidement à la yo-yo, quel a été ton process? Quelle a été ta réflexion et je sais pas, ta direction, pour essayer d'optimiser, et de répondre à cette espèce de pain point des familles? C'était quoi à la base je sais pas, l'élément déclencheur qui t'a fait te dire, mais il faut absolument qu'on résolve ce problème? Bon, l'élément déclencheur, il était personnel. C'était l'époque où j'avais des petits-enfants, donc je poussais des poussettes et je me rendais compte que, là aussi, pas d'innovation, pas d'évolution, on était sur des vieux concepts, et je trouvais que les poussettes, elles étaient toutes les mêmes, à peu près toutes les mêmes. Et deuxièmement, qu'elles étaient en général assez moches, parce que ça aussi c'était un truc assez important, c'est que c'était des Mmh. produits avec plein de tringles, enfin c'était pas un truc sympa. Je me disais: «On transporte nos enfants quoi, donc pourquoi est-ce que ça serait pas un bel objet en plus?» Mmh. Et ça aussi c'est un élément important pour moi du pliage, c'est que ça permet aussi de créer des formes qui sont nouvelles. Et donc quand j'ai commencé à chercher, je me disais toujours: «Mais est-ce que ça va me permettre de créer un objet qui visuellement est aussi quelque chose d'un peu plus sympa, avec des courbes, avec des formes un peu plus enveloppantes, enfin, et pas un objet un objet technique, des objets un peu d'ingénieur. Enfin, à l'époque, bon, il y avait, pour ceux qui connaissent cette époque-là, il y avait aussi un modèle prédominant sur le marché qui était la poussette McLaren. Et la poussette McLaren, Mmh. c'était un truc qui a été inventé dans les années 60 par Monsieur McLaren, la poussette Cannes. Et 40-50 ans après, on en était toujours là, quoi. Donc je me disais, on roule pas en 4L, enfin bon, il faut faire quelque chose. Donc je me dis, c'est parti d'une conviction, c'est qu'il y avait certainement un truc qui n'avait pas été trouvé, un autre moyen de faire, et quelque chose de complètement différent, et qui allait pouvoir à la fois créer un pliage qui soit plus sympa, une forme qui soit plus intéressante, du coup des usages. Enfin après tout s'enchaîne en fait. Mmh. Comment alors, parce que quand on optimise le pliage, quand on parle optimisation pliage, on a, quand même des spécialistes, les origamis, il y a des origami masters, Ouais. j'ai discuté avec des gens qui font des kayaks, c'est, Oui, oui, formidable, il y kayak a plein de choses dans le pliable, kayak, ouais. donc mais c'est une véritable, on va dire, science, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des véritables spécialistes du pliage. Comment tu t'es formé? Enfin, comment tu t'es, ouais, qu'est-ce Alors, qui... Ouais, vas-y. oui, pourquoi je me suis mis au pliage? En fait, j'ai pas passé toute ma jeunesse à faire des origamis, mais en fait, quand j'ai commencé à réfléchir
à créer les produits. Il se trouve que je suis ingénieur de formation, mais je suis aussi bricoleur, très bricoleur. Et les deux combinés faisaient que un objet qui se plie, des trucs avec des pivots, c'est à la fois quelque chose qui parle à l'ingénieur. Moi, j'aimais le design aussi, donc j'aimais imaginer encore une fois, les formes que ça pouvait donner. Et puis, j'étais assez vite fasciné par ce côté. Ce qui est formidable quand on conçoit un objet qui se plie, c'est que du coup, on conçoit deux objets. On conçoit l'objet plié et l'objet déplié. Et en plus, un troisième truc qui est ce qui se passe entre les deux. Et c'est assez passionnant. Et en plus, bon, un objet comme ça, à cette taille-là, qui se plie, c'est quelque chose que j'étais capable d'appréhender dans son ensemble. Mmh. Donc, pour mon côté ingénieur, un petit peu designer dans l'âme, et qui aime se faire un peu fumer le cerveau, bah, il y avait un truc assez excitant, quoi. Tu pris exemple sur des choses qui existaient déjà en termes de véhicules, d'objets qui se pliaient? Est-ce que est-ce que tu avais des inspirations déjà? Euh, oui, non. Alors au départ, j'ai un peu réfléchi ex nihilo en me disant, je regarde rien, j'y connais rien, donc je vais peut-être sortir des idées qui viennent de nulle part, que personne d'autre n'a trouvé. Ça aussi, c'est une conviction, c'est de se dire, bah, justement, comme je suis pas un spécialiste de la chose, je vais peut-être avoir des idées peut-être un peu plus originales. Bon, après, il y a quand même du travail, il y a beaucoup d'analyse, de l'observation de tout ce qui existe. Évidemment, il faut regarder le marché, il faut pas, voilà, créer un objet pliant pour le plaisir de créer un objet pliant. Là non plus, ça sert à rien. C'est-à-dire, il faut très vite se demander, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que je permets de faire? En quoi ça transforme la vie des gens? Donc ça, c'est aussi très important dans le processus. Et si tu parles d'inspiration, je disais, l'époque où j'avais regardé les vélos, il y avait notamment un vélo que je trouvais vraiment intéressant, c'était le Strida. Tu vois ce Mmh. que c'est, le Strida? Ouais, bien sûr. Et qui est ce vélo pliant un peu curieux parce que c'est un seul triangle au lieu de deux. Et je trouvais, conceptuellement, je trouvais ça très fort. Et de dire, bah, au lieu d'avoir deux triangles, je vais tout réunir. Parce qu'un vélo, dans tous les objets pliants, il faut regarder qu'est-ce qui est essentiel. Dans un vélo, ce qui est essentiel, c'est les roues, la selle et le guidon Mmh. et le pédalier. Bon, voilà. Tout le reste, ça sert à rien. Enfin, ça ne sert qu'à relier cet ensemble-là. Mmh. Et je trouvais que cette espèce d'épure que représentait le Strida de tout réunir Mmh. était hyper intéressante. Mais encore une fois, en le regardant, je me disais, mais oui, mais le Strida, il faut bien reconnaître une chose, c'est un vélo un peu bizarre, quoi. Je veux dire, à conduire, tout le monde dit, waouh, il faut s'y habituer un petit peu. On est Sûr. aussi très Avec loin ce qu'il du, faut. du- du vélo moderne. Et, Mmh. euh, et ça, donc ça, c'est un truc, c'est une règle que je me suis donnée assez tôt, encore une fois dans les poussettes, mais aussi dans le vélo, c'est que il faut jamais de compromis sur le produit une fois qu'il est déplié. Donc moi, je suis vraiment parti du vélo et d'un bon vélo et le meilleur vélo possible. J'expliquerai peut-être un peu comment j'y suis arrivé. Je pars du vélo et je me débrouille pour le plier. C'est vraiment le pliage au service du produit et pas l'inverse, quoi. Donc, tu vois, les trucs totalement conceptuels comme l'Elstrida, pour moi, ça convenait pas parce que encore une fois, ouais, c'est conceptuellement c'est fort, mais sauf qu'à la fin, bah, le produit, on perd beaucoup de choses en route, quoi. Et Mmh. ça, je voulais absolument éviter ça. Ouais, donc c'est vrai que rendre le produit pliable, compact, facile à transporter, c'est une bonne chose, mais ce que tu m'as expliqué aussi, c'est que l'objectif, c'était quand même de faire en sorte que le vélo, il puisse rouler, quoi. Ouais, oui, oui, il fallait que oui, il fallait que ce soit un vélo, comme je disais, j'analyse le marché. Pourquoi faire un vélo pliant? C'est pas pour faire un VTT, quoi. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc c'est vraiment l'usage, c'est le vélo en ville, avec encore une fois ce problème qui est on ne sait jamais où ranger son vélo. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, un beau vélo urbain, c'est quoi? Comment doit-il être équipé? Euh, Comment enfin, quelle est sa configuration, sa géométrie, etc. Et c'est là où j'ai besoin de m'entourer de gens qui savaient faire ça mieux que moi, parce que moi je venais pas du monde du vélo. Et
à travers ton podcast, je m'adresse à plein de gens qui sont vraiment dans le monde du vélo. Et moi, j'étais très humble par rapport à ça. Je savais pertinemment que j'avais pas toutes les compétences pour ça. Et donc, je suis allé les chercher petit à petit, des gens qui allaient m'aider, encore une fois, à faire un bon vélo et pas d'abord faire un bon pliage, faire un bon vélo. Mmh. Est-ce que tu peux justement nous parler de ces gens, de ces entreprises avec lesquelles tu collabores? Ouais, ouais, bien sûr. Alors la première rencontre que j'ai faite, qui a été une rencontre assez déterminante, je démarrais sur ce projet-là, j'avais déjà une ébauche de concept, mais j'y étais pas arrivé, donc voilà. Et puis donc j'avais besoin de renforcer ma connaissance du vélo. Et puis là, un jour, il y a un copain qui me dit: «Ah ouais, j'ai un copain qui a un copain, qui s'appelle Julien Lérelou, qui a créé les cycles Victoire». Bon, moi, je connaissais pas les cycles Victoire et génial, j'appelle Julien, je débarque chez lui à Clermont-Ferrand dans ses ateliers, hyper sympa, il m'accueille et je découvre un monde dingue, enfin voilà, avec des vélos absolument magnifiques, rien qu'à les regarder, c'était un plaisir. Donc voilà, je rencontre ce type qui est un orfèvre en fait du beau vélo. Et, euh, et voilà, je visite ces ateliers, espèce de cave avec des types tatoués qui sont là en train de poncer des cadres en acier magnifiques. Enfin voilà. Et je découvre tout un monde que j'ignorais jusque-là. Et donc Julien est un type génial qui m'a très vite dit, il m'a dit, écoute, ouais, ton projet, ça a l'air vachement intéressant. C'est évidemment très différent de ce que lui fait tous les jours, puisque lui, il fait des vélos sur mesure. Et il me dit, ouais, ton idée de repenser complètement le vélo pliant, je trouve qu'il y a vraiment un avenir à ça. Et puis voilà, on discute, on se revoit, je travaille de mon côté, je reviens le voir. J'avais fait des maquettes entre-temps, et là, il me dit, ah, écoute Gilles, ouais, vraiment ton système de pliage, et là, j'avais commencé à craquer le truc, quoi. Il me dit, ton système de pliage, il est vraiment top, mais j'espère que tu as réalisé un truc, c'est que là, tu travailles sur un mauvais vélo, quoi. Ton vélo, il est mal dessiné, il est mal équilibré, il est mal pensé, ton centre de gravité, il n'est pas là où il faut, l'empattement, machin. Bon, il me dit, écoute, voilà comment on va faire. Il me propose, il me dit, moi, je vais te dessiner le vélo. Est-ce que si je te dessine le vélo, qui serait le vélo le mieux taillé pour l'usage que tu veux lui donner, est-ce que tu sauras le plier après? Je lui dis, bah oui, oui, ça je sais faire, ça je sais faire. Donc il m'a dessiné le vélo, il m'a fabriqué un vélo, il m'a fabriqué un vélo en acier non pliable évidemment, et que j'ai commencé à utiliser. Et waouh, je lui dis, ce vélo est Mmh. super. Et après mon boulot, c'était de calquer mon concept de pliage sur ce vélo-là. C'est tout le boulot que ça fait. Mais c'est ça que je trouve, vachement intéressant, c'est que, l'objectif c'était de dire que tu veux transformer un bon vélo en vélo pliant. Oui, je veux faire un bon vélo qui se plie et pas Un bon un vélo qui vélo se plie. pliant qui essaye d'être un bon vélo. Voilà, c'est Ouais. vraiment. Ah ouais. C'est alors, encore une fois, je vous invite tous et toutes à essayer un Brompton pour vous rendre compte de que ces petits vélos sont très très surprenants dans la manière dont ils roulent. On peut aller très vite, on peut rouler à 45 km/h, on peut vraiment, c'est des vélos avec lesquels on peut aller très vite et faire des longues distances. Néanmoins, ils disposent de petits trous et on va dire d'une position qui fait que bah voilà, faut s'y adapter, faut trouver le bon guidon, faut trouver la bonne potence. Là, du coup, ce que toi tu as fait, c'est que tu as trouvé un vélo, on va dire, euh, avec une nomenclature, donc un type de guidon, potence, une taille de roue, etc., qui convient à tout le monde et qui permet à tout le monde de profiter d'un bon vélo qui se plie. C'est ça? C'est ça. Ouais, ouais, ce qu'il faut, et d'ailleurs, c'est intéressant, les gens à qui on fait essayer, j'ai fait essayer à des pros hein, du vélo qui montent dessus et qui font un tour et qui disent, ah ouais, c'est un vélo. Et tu vois, cette remarque, ça veut tout dire. Ça veut dire que euh, on, on voulait faire un vélo comment dire, il fallait qu'au premier tour de pédale, on se rende compte que c'est un vélo tout à fait normal. On oublie que c'est un vélo qui se plie. Une autre façon pour moi de présenter le truc, je voulais faire un vélo pliant qu'on puisse conduire sans les mains. Voilà, c'est-à-dire un vélo Oui. qui ait les caractéristiques, la stabilité, la rigidité et la souplesse en même temps d'un vélo normal.
Ouais, parce qu'effectivement, on peut difficilement faire avec un Brompton, en tout cas de manière complètement sereine. Mais ok, alors l'idée c'est pas de faire un comparatif Brompton-Bastille, donc loin de moi l'idée, mais si on revient sur les gens avec qui tu as travaillé, donc Victoire, donc il t'a Oui, fait un bon vélo que tu t'es mis en tête de plier. ouais. Voilà. Ensuite, c'était quoi les autres étapes pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui? Alors, il y en a il y en a il y en a Alors, eu il y oui, en a eu un paquet. Alors après, autre rencontre importante, c'est, justement grâce à Julien Lerloup, j'ai rencontré Antidote Solutions bien sûr. qui sont un peu les comment dire? Les sorciers du vélo en France, quoi. Et ils sont sur tous les bons projets, ils sont sur tous les belles histoires de vélo et c'est des gens qui, bon d'abord c'est des gens super et puis qui ont une énorme expérience et qui m'ont beaucoup aidé sur les phases de calcul, sur les phases d'ingénierie et puis sur les choix de composants. Fred Donc on Bernard, que a, je salue et qui est un immense metteur au point, qui a une, alors tous, hein, mais moi je connais plutôt Fred Bernard et moi je une travaille plutôt expérience. avec Alex Guiral, Ouais, mais ouais, ok. Et mais c'est alors, une ok. belle équipe. Et donc, précision, alors effectivement, Antidote, c'est voilà, comment dire, agence C'est un bureau de d'études, bureau d'études, ouais, bureau d'études, prototypage, ça va même jusqu'à prototypage. de la petite série. Oui, avec leur Milk, leur filiale Ouais, Milk, ouais. Et donc on a fabriqué exactement. les premiers vrais protos, on les a fabriqués chez eux. Ok. Alors c'est passionnant et je vais harceler Fred Bernard pour qu'il vienne au micro dans Roue Libre parce qu'il y a énormément de choses à dire et de Ah oui. son expérience et de son expertise. Comment tu as travaillé toi avec Antidote? C'était quoi euh, voilà, les différents points, étapes sur lesquels vous avez bossé ensemble? Alors j'ai monté toute une équipe, hein, en fait, à cette époque-là. J'ai parlé de Julien Lerloup, il y avait Antidote, et puis après, je vais travailler un studio de design qui était le studio Fritchi du Risotti, qui a travaillé un moment avec moi sur ce projet-là. J'ai fait travailler aussi des bureaux d'études spécialisés sur certaines technologies. Enfin, j'ai constitué au départ, pendant longtemps, j'ai travaillé seul, mais en faisant toute une équipe externe comme ça d'experts et de bureaux d'études sur différents domaines. Et voilà, donc il y a eu vraiment toute une task force qui a bossé pendant plusieurs années pour arriver à faire les premières maquettes, les premiers protos, et puis construire petit à petit ce vélo. Donc ça impliquait à la fois, il y avait tout le travail à faire sur le cadre et puis sur les périphériques spécifiques, puisqu'il a fallu aussi développer, enfin on a créé une tige de selle, un truc de dingue qui n'avait jamais été fait, une potence spéciale, parce que ce pliage-là nécessitait vraiment de réinventer pas mal de choses. Et puis de mettre aussi le plus de composants standards possible. Et donc il fallait trouver aussi les bons composants qui correspondaient bien avec le projet. Et voilà. Et puis comme c'est un cadre qui est très particulier, qui est assez simple à utiliser mais complexe dans sa réalisation, il a fallu trouver des technologies nouvelles. Il a fallu donc on a passer par beaucoup de phases de calcul également pour vérifier que tout ça tenait la route. Et voilà, puis après bah voilà, le projet c'est construit petit à petit, et puis on a cherché des industriels avec lesquels on va bosser. Donc ces industriels font partie aussi de l'équipe aujourd'hui. Et puis après, bah, l'équipe Bastille a commencé à se structurer. J'ai commencé à recruter un associé, et puis on a commencé à constituer une équipe. Donc on a une équipe de R&D interne maintenant, on a une équipe de production, on a une équipe marketing évidemment, et voilà, tout ça se structure. Waouh! Et donc tout ça en 8 ans, c'est ce Tout que ça en tu me 8 ans. disais? Ouais. Tout ça en 8 ans. Donc j'imagine que pendant ces 8 ans, tu as, également observé l'évolution du marché du vélo. Ah oui, oui, oui. Alors est-ce que tu te alors, est-ce que tu te frottais les mains ou est-ce que comment tu regardais ça? Parce que tu te disais
ou alors tu devais ronger ton frein en te disant non, attends, le truc il est en train d'exploser et nous on est, j'en sais rien, on n'est pas prêt, ou tu te disais, enfin, tu devais avoir un petit peu, je sais pas, la pression pour sortir ton vélo le plus vite. Oui, c'est les deux. Tu sais, enfin, toujours la crainte, c'est que je me dis, bah voilà, j'ai une idée. En fait, on a un peu l'ambition chez Bastille de créer un peu un nouveau segment. On veut pas. Je veux dire, on respecte beaucoup ce que font toutes les autres marques de vélos pliants. Et nous, encore une fois, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas le vélo le plus compact qui existe. Donc, on est moins sur le vélo du commuter et on est plus sur le vrai vélo de ville. Et le pliage est un plus. Ouais, et est un créateur de liberté supplémentaire en fait pour un bon vélo de ville. Donc voilà, on veut créer quelque chose d'un peu nouveau, un segment qui probablement n'existe pas. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les gens qui sont aujourd'hui sur des Vélib, sur des trottinettes ou les transports en commun, voire en voiture. On veut pas aller chercher les gens qui sont déjà à vélo. C'est pas ces gens-là qu'on veut aller convaincre. On veut vraiment créer un vélo qui va participer en fait à l'attrait en fait du vélo, au retour du vélo et remettre des gens sur des vélos. C'est une mission qu'on partage avec d'autres évidemment, mais on veut y arriver à notre manière. Donc on va chercher des gens qui, à mon avis, seront difficiles à amener sur un vélo autrement qu'avec les solutions qu'on propose. Donc on a vraiment cette voilà cette ambition-là. Et, 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 et oui, donc j'avais analysé le marché. La crainte, c'était un petit peu qu'il y ait quelque chose de similaire ou d'approchant Mm. qui sorte pendant toutes ces années-là. Et on voit, il y a eu quelques tentatives. Je suis pas le premier à faire un vélo à grande roue qui se plie. Hein. D'ailleurs, le vélo à grande roue qui se plie, ça existait en 1890. Hein. Mm. Et c'était des vélos qui ont été développés pour l'armée au départ. Hein. Le vélo du capitaine Gérard, hein, voilà, qui a servi pendant la guerre de 14, c'était un vélo à grande roue qui se plie. Donc, et il y a eu récemment quelques tentatives de le faire, mais, je pense pas aussi abouti que ce que nous on est Mm. en train de faire. Et évidemment, oui, on a vu le marché exploser, continuer d'exploser. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Le tout boom sur le vélo électrique, mais encore une fois, pas grand-chose sur le vélo pliant. Et surtout, pas de véritable solution aux problèmes, notamment de vol de vélo. Toutes les solutions électroniques connectées qui t'appellent à 4 heures du matin parce que pour te dire que ton vélo il est déjà parti dans un endroit où tu n'as certainement pas envie d'aller, même la police elle n'est pas sûre qu'il y aille. Je trouve pas que ce soit la solution définitive contre le vol. Mm. Euh, et donc, oui, on voit que les besoins continuent d'être importants. Il y a encore plein de choses à faire. Même si ça se développe énormément, on voit qu'on est parti sur un truc qui ne va pas s'arrêter. Les 20 prochaines années vont être Mm. folles enfin, dans le monde du vélo. C'est sûr. Et j'ai l'impression aussi que, enfin, ce que je trouve très très intéressant dans ce projet, et enfin plus que ce projet, dans ce produit, c'est le côté usage. Parce que comme tu le dis, tu vises des gens qui ne sont pas des gens qui roulent à vélo aujourd'hui. Et ces gens qui roulent à vélo sont peut-être des gens qui ne roulent plus à vélo parce qu'ils se sont fait voler leur vélo. Comme Ouais, 41% des gens qui se sont fait voler un vélo ne rachètent pas de vélo derrière. Enfin, je sais ouais, pas, il y c'est a une même grosse 60%, je l'avais lu. 60, Un ok. petit peu, ouais. Grosse proportion effectivement de gens qui se sont fait voler un vélo qui n'en rachètent pas. Donc ça, effectivement, c'est des gens qu'il faut aller chercher. Et puis des gens qui n'achètent pas de vélo tout simplement parce que ils n'ont pas l'endroit pour le stocker. Que ce soit chez eux ou au bureau, et que ils n'ont pas encore franchi le pas des Véligo ou des Vélib, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre, parce que ça leur convient pas forcément. Et donc là, en fait, finalement, ce que j'aime beaucoup dans ce type de produit, c'est que tu vas un peu évangéliser, ouvrir des portes et faire venir des gens qui effectivement n'ont pas de vélo pour plein de raisons. Et donc le sujet du vol, comme tu dis, ce que je trouve génial, c'est euh, soit tu le laisses dans la rue, et à ce moment-là, moi mon parti pris c'est de dire que si tu le laisses dans la rue, c'est un vélo qui est moins désirable une fois qu'il est plié.
Ouais, Et si tu l'emmènes chez toi, en fait, tu peux le mettre dans un coin derrière une porte, et ça prend pas de place. ouais, et pareil au bureau, pareil au restaurant, oui, oui. Et puis, ce qu'on a aussi beaucoup, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire, tout le pliage, on a essayé de travailler pour que tout soit le plus simple et agréable possible. Et donc, c'est un vélo qui est hyper facile, quoi, parce que bon, déjà, une fois que plié, on peut le tirer derrière soi, il tient debout. Donc, on rentre dans un ascenseur, on fait demi-tour à l'intérieur de l'ascenseur, on ressort, etc. On va à la gare, on le plie, on peut traverser toute la gare en le tirant derrière soi. Euh, et après, on le plie vraiment dans sa position la plus compacte et on le met dans une housse parce qu'il est livré avec une housse, paf, il rentre dans un TGV. Enfin, voilà, tout ça, c'est possible. Tout ça est beaucoup plus facile avec un vélo Bastille. Mais surtout que, enfin, vu l'expérience que tu as avec les yo-yo, on pouvait pas vraiment imaginer que tu puisses faire quelque chose de complètement différent avec un vélo. Ah bah, j'allais pas lâcher sur toutes ses qualités, c'est sûr. Je voulais un truc qui soit aussi fort. Ouais, ouais, Ouais. Et alors, j'imagine que le vélo, tu l'as testé, tu l'as fait tester. ouais. C'est quoi? C'est un process. C'est quoi d'ailleurs les tests que tu fais sur ce vélo-là? Alors, il y a deux types de tests, hein. Il y a tous les tests normatifs qu'on passe, donc tout ça passe en labo, donc on en a cassé un certain nombre, ce qui nous a permis de résoudre plein de problèmes. Donc voilà, on a passé tous les tests normatifs qui sont évidemment obligatoires. Et puis ça passe beaucoup par des tests en vrai, quoi. Donc nous, on l'utilise tout le temps, quoi. On a des milliers de kilomètres sur quelques prototypes qui nous ont permis de faire évoluer, de faire progresser le produit. Bon, il y a encore du boulot, on est encore en train Hmm. de bosser dans les derniers ajustements là, qui nous occupent pas mal et qui vont nous occuper dans les mois qui viennent. Mais oui, faut le tester dans la vraie vie. C'est aussi pour ça que ça prend du temps, hein. C'est pas un, pro- puis c'est un projet industriel. Donc après, entre un prototype qu'on conçoit et la façon dont on le fabrique, bah, ça passe par plein de phases aussi d'ajustement. Hmm. C'est un très long boulot. Ouais. Ouais, ok. Et donc, j'imagine que c'est l'équipe en interne qui teste ça, les équipes d'Antidote, de Victoire. Enfin, t'as une armée de gens qui testent, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Et alors, bientôt, on va commencer à fabriquer de plus en plus de vélos. On va passer dans les phases de pré-série, donc on va aussi en confier à des Hmm. gens qui sont pas en interne et qui nous feront leur retour aussi, parce qu'il faut vivre tous les jours avec. Je sors de chez moi, j'arrive à mon bureau, je rentre, où est-ce que je vais avec, je prends le train avec, ou je prends un taxi avec. Enfin voilà, il faut que les gens le vivent au quotidien. Et Hmm. franchement, nous qui vivons avec maintenant quasiment tous les jours, vraiment on s'amuse, quoi. Ouais, ouais. Bah, écoute, à titre perso, hâte de tester ça. Alors, je l'ai déjà Bah oui. testé, mais du coup, c'est, Mais oui, il j'ai- faudrait qu'à toi et d'autres, on en confie pendant plusieurs jours pour que vous puissiez vivre l'expérience complète, quoi. carrément. Alors, je précise que ça fait partie des choses que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire du test de vélo, de la mise au point du test. J'ai fait du développement pour nos amis de chez Decathlon, Intersport, Nakamura, etc. Et donc, pendant longtemps, j'ai été payé plutôt pour casser des vélos et des pièces, ce que je ne ferai pas avec ton vélo, puisque l'idée, c'est pas de le soumettre à des tests, voilà, mais plutôt des tests d'usage. Moi, c'est ça qui Bah, m'intéresse, en fait. surtout toi, parfois, tu vas sur des pistes un peu plus sportives que ce pourquoi Bastille est fait. Mais donc, Bah, ok. ceci dit, demain, si tu sors un VTT pliable, je saurai le tester, t'inquiète pas. Et moi, alors, il y a différentes choses qui m'intéressent dans ce vélo aussi. C'est ce côté, on a choisi des pièces standards. Ça devait être quand même un gros casse-tête quand même, parce que, enfin, pas plus casse-tête, tu me diras, que le pliage en lui-même, mais pourquoi je dis ça? Parce que on a des boîtes comme VanMoof, par exemple, qui ont créé des vélos avec des pièces propriétaires et du coup qui s'entretiennent
pas en dehors des réseaux VanMoof, par exemple. Mm. Donc toi, tu as choisi des pièces propriétaires. Est-ce que c'était quelque chose de particulièrement complexe à faire ou au contraire, c'était fluide? Non, non, il y avait pas de complexité particulière en dehors du fait que, bah, il y a 2 ans, quand on est en train de choisir des composants, c'était compliqué parce que les composants, il y en avait plus et qu'il y a des gens qui nous répondaient même pas et donc on voulait sécuriser nos premières appros et c'était assez compliqué. Heureusement depuis ça s'est détendu, mais non, il fallait trouver les bons composants qui matchent bien parce que c'est toujours compliqué un vélo pliant, hein, parce que tout d'un coup, ce qu'on fait sur la fourche peut avoir un impact sur le feu arrière et réciproquement. Enfin, et bon, donc, donc tout ça doit s'interconnecter, enfin, s'entremêler de manière parfaite. Encore une fois, avec des bons composants, des composants haut de gamme. Donc on a essayé par contre oui de développer le moins de. Alors on a des choses très spécifiques. En fait, je parlais de la tige de selle est vraiment unique puisque c'est une tige de selle qu'on peut plier d'une main et remonter d'une main et qui se plie dans un sens, qui se plie dans l'autre, etc. Euh, mais après pour le reste, oui, on n'allait pas développer nos freins, on n'allait pas développer une selle spécifique. Si on est allé faire un truc, c'est que on ne trouvait pas de sonnette qui nous convenait, donc on a dessiné un bouton de sonnette qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Mais oui, le moins de choses de propriétaire possible parce que oui, on veut un vélo qui soit assez facilement réparable. On l'a pas encore dit, mais notre réseau de distribution, ça sera un réseau de distribution classique avec un réseau physique chez les revendeurs spécialisés, avec un réseau assez pointu qu'on est en train d'évangéliser avec notre vélo. On a déjà plein de gens qui se sont manifestés, qui sont prêts à démarrer avec nous. Et donc, on va passer par ce réseau de revendeurs et on va pas faire une nouvelle marque digitale avec tout complètement propriétaire à la Apple. Enfin, voilà, on fait pas du tout ce genre de choses. Ok. Et alors, il y a un sujet aussi, c'est le sujet de la marque. Donc, la marque s'appelle Bastille. Aujourd'hui, Ouais. c'est quelque chose enfin, que vous créez, développez, euh, et en fait, c'est pas simple de lancer une marque et également de créer enfin, tout l'environnement de marque avec euh, comment dire, ouais, tous les assets, euh, les discours et tout ça. Comment tu construis cette marque justement au-delà du pur produit en lui-même? Oui, tu as raison, c'est très important. C'est un des piliers en fait d'un projet comme ça. C'est aussi de créer une marque forte parce que ce qu'on veut, comme tu le sais, le marché du vélo, c'est un marché qui est extrêmement éclaté avec des acteurs de toute taille. Enfin, il y a un nombre d'acteurs absolument dingue. Moi, quand je travaillais dans la puériculture, il y avait plus de marque française. Babyzen voilà, est arrivé, mais il y avait très peu de marques en fait finalement. Beaucoup de boîtes s'étaient consolidées. Alors que dans le vélo, mais c'est un foisonnement qui est complètement dingue. Je ne sais même pas dire combien il y a de marques de vélo françaises. Et j'en découvre quasiment toutes les semaines des nouvelles qui sortent. Donc, comment émerger dans un marché comme ça? C'est quand même assez compliqué. Alors, faut avoir un produit fort et évidemment, on a beaucoup bossé sur cet aspect-là, mais on veut mettre au service de ça une marque qui soit également visible, qui soit reconnaissable par tout le monde. Donc oui, on veut s'inscrire dans le petit club en fait des marques qui ont une certaine notoriété. Et donc oui, on travaille beaucoup sur bon, la création voilà, le nom Bastille. Pourquoi le nom Bastille? Parce qu'on voulait un nom qui soit immédiatement, enfin un nom qui ait du contenu, qui ait du sens, et qui soit immédiatement mémorisable. Et puis on essaie de construire autour de ça tout un tas de contenus forts, qualitatifs, euh, pas forcément dans les codes habituels du vélo, pour promouvoir, au-delà du produit, quelque chose qui serait de l'ordre d'un état d'esprit en fait qu'on veut créer autour de la notion de liberté. Nous, on dit même de mouvement, puisque un vélo pliant, c'est un vélo qui est en mouvement. Il est en mouvement dans la ville, mais il est en mouvement sur lui-même. Et quelque part, on veut créer
un mouvement, quelque chose de nouveau en fait dans le monde du vélo. Donc voilà, on essaye de travailler sur tous ces aspects-là et, on espère avoir cette marque le plus visible possible. Ok. Pour revenir avec les gens avec qui tu travailles, donc le vélo est assemblé chez nos amis de Cycle Europe, si Oui, j'ai bien compris, à oui, tout à Romilly. fait. Oui, à Romilly-sur-Seine. Donc Jérôme Valentin qu'on salue également, que peut-être un de ces Bien quatre sûr, j'aurai Jérôme. dans En roue libre. Et également, il est donc le cadre est fabriqué Alors chez Sab. le cadre est fabriqué, le cadre est fabriqué en France également. Il est Ouais. fabriqué par Explicit. Explicit, il vient du monde de l'aéronautique. Ok. C'est des spécialistes de l'innovation dans le siège d'avion. Donc, ils font des sièges d'avion hyper légers, etc. Donc, et eux avaient une technologie, puisque on pourrait le redétailler, mais on est parti sur une technologie de collage, en fait, pour ce cadre. Et où est-ce qu'on a la véritable maîtrise, en fait, des technologies de collage, plus que dans le vélo, même s'il existe des choses, et il en a existé dans le passé, mais c'est encore assez confidentiel. Et par contre, dans l'aéronautique, c'est quelque chose de tout à fait courant. Donc, on est allé chercher ces gens de l'aéronautique et il se trouve qu'ils ont monté récemment une grosse usine à Angers. Donc, notre cadre va être fabriqué dans une usine toute neuve à Angers qui va fabriquer des sièges d'avion et les cadres Bastille. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce process de collage, puisque Oui, alors, on connaît la soudure évidemment, mais oui. j'ai du mal Alors, à visualiser. alors pourquoi process de collage? Pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? C'est que pour avoir ce pliage qui est unique là, du vélo Bastille, c'est comme un espèce de mouvement d'horlogerie, donc ça nécessite une précision pour que tout bouge parfaitement et s'enclenche parfaitement. Et donc cette précision-là, on aurait vraiment eu du mal à l'obtenir avec des techniques de soudure classiques, parce que les techniques de soudure déforment en fait les structures qu'il faut après retordre, etc. Et jamais on n'aurait pu obtenir donc le niveau de précision souhaité. Donc le collage de ce point de vue-là permet permet d'avoir la qualité qu'on souhaite. Et comme on voulait aussi pousser un peu plus le Made in France, des gens qui savent souder des cadres aujourd'hui en France, il n'y en a pas. Et la technique collage, ça permettait aussi de rapatrier cette fonction-là en France. Alors, de ma compréhension, tu vas me dire si je me trompe et de combien je me trompe, mais la raison pour laquelle la soudure déforme les cadres, c'est parce que en fait, il faut chauffer le cadre. En fait, le procédé de soudure, c'est de la fusion. Donc le cadre chauffe et donc le matériau se déforme et donc on peut avoir des différences entre l'objectif de géométrie et le résultat final. Est-ce que tu peux nous expliquer le procédé sans forcément rentrer dans les détails super techniques, mais le procédé du coup de collage, comment il est réalisé? En fait, on a une structure. Bon, déjà, un cadre Bastille, il est composé de 4 éléments Mm. principaux, hein. Il y a tout le triangle arrière et puis il y a trois autres éléments qui donnent cette architecture simple qui se plie en quelques secondes, hein, puisque un vélo Bastille, ça se plie tout compris en moins de 10 secondes. Et donc ces sous-composants-là sont assemblés par pivot. Finalement, on n'est pas très loin de ce que toi tu connais bien dans tout le monde du mountain bike, hein, en fait, avec ces vélos suspendus, avec ces cadres qui sont toujours articulés. Donc on n'est pas très loin de ça, mais évidemment dans un autre usage que de la suspension. Et donc chacun de ces sous-composants-là, ils sont constitués de tubes et de manchons, pour le dire rapidement. Et l'assemblage se fait dans des gabarits avec du collage qui nécessite après un traitement thermique. Mais c'est des traitements qui sont moins compliqués. On ne sait pas toujours, mais la soudure, c'est pas juste je mets un point de soudure et puis c'est fait. Après, il faut le chauffer, après il faut les retordre, il faut les détendre. Enfin, et donc c'est un processus qui est aussi très gourmand en main d'œuvre. C'est la raison pour laquelle ça a été beaucoup délocalisé en Asie.
Et encore une fois, les tolérances, en fait, donc les précisions mais, qui sont pas, comment dire, les exigences sur un vélo non pliant sont pas aussi importantes. Et, 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 euh, et voilà, donc nous, on a cette technique qui nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus maîtrisé. Ok. Si je passe sur le côté marché, alors comme un bon chef d'entreprise, tu as fait tes prévisions, tes projections, tu as donc des investisseurs à qui tu as parlé chiffres. Comment est-ce que tu vois justement le développement du marché du vélo pliant? C'est quoi tes prévisions? Alors je te demande pas nécessairement tes prévisions de chiffre d'affaires et de volume, mais comment tu vois justement l'évolution de ce marché? Vers où ça va le vélo pliant et sur quoi on se base pour avoir des chiffres? Alors, c'est évidemment difficile parce qu'encore une fois, nous, on veut créer quelque chose qui est un peu, peut-être, qui sera peut-être un segment un petit peu nouveau et on veut aller chercher des gens qui ne sont pas aujourd'hui sur le vélo. Donc, c'est un marché qui est peut-être difficile à cerner. Ceci dit, on sent qu'il est bien là, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui a un vrai besoin. Et depuis qu'on a lancé, on sent que nos messages passent, que les gens comprennent ce qu'on veut faire et on a déjà des gens qui sont fans de Bastille sans en avoir approché un. Alors, Donc ça, c'est ouais, génial. mais là-dessus, enfin, je suis d'accord, mais tu vends pas ça à des investisseurs. Enfin, qu'est-ce que tu vends Non, 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 non. aux investisseurs? Parce que Tu sais, enfin, les investisseurs, ils aiment bien aussi les belles histoires. Et voilà, quand j'explique qu'après la yo-yo, je veux faire la même chose dans le vélo, ça parle à des investisseurs, évidemment. Mmh. Euh, non, mais ce que je leur vends, c'est ce que je racontais au début, c'est-à-dire la puissance, en fait, la valeur ajoutée que peut apporter un pliage qui est vraiment innovant. Et quand on voit par ailleurs la façon dont évolue le marché du vélo, on se dit que forcément, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut être assez fort dans ce domaine-là. Alors, comment le quantifier? Bien évidemment, on le quantifie, mais on le quantifie aujourd'hui plutôt à l'échelle un petit peu de nos ambitions. On veut une marque qui soit une marque visible et pérenne et puis significative. Alors, on n'est pas en train de créer la licorne du vélo, mais on imagine que à moyen terme, disons, on peut atteindre un volume qui serait de plusieurs dizaines de milliers de vélos par an, sans pouvoir vraiment le Mmh. quantifier davantage que ça. Mais on sait, on sent et on a tous les indicateurs qui nous montrent qu'on ne se trompe pas, qu'il y a vraiment il y a vraiment des besoins non couverts et qu'il y a certainement un marché pour nous. Et encore une fois aussi un marché où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si aujourd'hui je crée un nouveau VAE français avec un cadre ouvert, bon, ok, t'es le 40e, mon gars. Bon, voilà. Mais là, on a une trace qu'on peut aller créer dans la poudreuse, là, tu vois. Là, Mmh. J'aime bien l'analogie. Et donc toi, tu penses qu'il n'y a pas de place pour un vélo assistance électrique connecté avec des pièces propriétaires aujourd'hui? Non, je dis ça, tu, tu non. sais, Alors toute évidemment, ressemblance avec. Bon. voilà. Alors, mais c'est un sujet qui est intéressant aussi, c'est parce que donc le process, l'histoire de Bastille a commencé il y a 10 ans. Non, il y a 8 ans, pardon. 8 ans. Et je confondais avec un autre chiffre qui est 10, qui est le nombre de millions d'euros que tu as levé auprès de deux Ouais, fonds d'investissement. c'est ça. Ces fonds d'investissement, qui sont des gens qui, certes, sont patients, qui voient un retour sur investissement à horizon, allez, en général, 8 ans à peu près. Alors, Euh, ils sont pas venus il y a 8 ans, hein. non, J'ai non, bien travaillé sûr. Ouais. longtemps tout seul, j'ai investi tout seul pendant longtemps et ils sont arrivés au moment où justement il fallait qu'on commence à se développer. Ok. Et comme c'est des projets industriels, c'est très, très gourmand en capitaux. Ouais. Donc il fallait qu'on ait cette aide-là. Et donc, c'est des gens qui, j'imagine, aujourd'hui regardent un petit peu l'état du marché et qui doivent avoir peut-être aussi un petit peu une petite goutte de sueur quand ils voient l'état du marché actuel avec le volume des stocks, etc. Comment est-ce que tu les rassures aujourd'hui sur l'état du marché et comment est-ce que également toi tu te rassures en voyant l'état du marché par rapport à ce que tu es en train de sortir avec Bastille?
Alors le marché, il est un petit peu compliqué. En fait, tu parlais du problème de l'état des stocks. Enfin voilà, c'est un peu la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant besoin de vélos. Et ce qui rassure aussi des investisseurs, c'est qu'on parle tous les jours du vélo. Tous les jours, on entend une annonce du gouvernement, de l'Europe, une nouvelle marque, etc. Tous les jours. Le vélo, c'est dans tous les débats, quoi. Donc ça, c'est quand même évidemment très, très, très rassurant. Et puis en même temps, il y a ces phénomènes, le marché qui monte, qui descend, des boîtes qui font faillite, enfin des choses comme ça. Donc ça peut être un petit peu inquiétant. Mais en même temps, enfin, toutes les difficultés qu'on voit apparaître, bah, il se trouve que ça conforte beaucoup le modèle sur lequel on s'est construit. Bah, notamment toutes ces marques qui ont développé des choses très propriétaires et sur des marques purement digitales, ben, on voit que c'est un modèle qui est en fait assez fragile et qui pose plein de problèmes. Donc nous, on n'est pas du tout parti là-dessus. Donc ça nous conforte vraiment dans nos choix, distribution sélective, réseau physique, etc. Euh, et, et, euh, et puis par rapport, oui, le marché est un peu compliqué aujourd'hui parce que tout le monde est comme, comment dire, un peu sclérosé avec ce problème de stock, voilà, et tout le monde espère en sortir. Finalement, comme nous, on a un projet qui a pris du temps, et ben, on devrait arriver après tous ces phénomènes-là. Mm. Et donc, on devrait arriver au bon moment, en fait. En plus, on arrive encore une fois avec quelque chose de nouveau, et on est une nouvelle marque, donc on ne va pas arriver avec des stocks. Et donc, on devrait pouvoir échapper à tous ces problèmes-là. Donc, tout ça, finalement, je dirais, c'est assez rassurant. Donc en termes de timing, donc tu me disais environ mi 2024. Oui, mi-2024 pour la livraison des vélos. Et ce qu'on espère avant, puisque c'est avoir des vélos qu'on va pouvoir commencer à placer chez certains distributeurs pour que les gens puissent bah, le voir, ce vélo, l'essayer, le regarder. Et pour vraiment, parce que c'est un vélo qu'il faut vraiment essayer. Enfin, il faut essayer le pliage, hein, parce que il est évidemment particulier, mais il faut essayer le vélo lui-même et rouler dessus pour comprendre vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va maintenant s'organiser dans les mois qui viennent. Ok. Sur la partie industrialisation, puisque c'est la phase dans laquelle vous êtes en ce moment, maintenant que le vélo et enfin, les protos sont validés et le vélo a été présenté, c'est quoi les plus gros challenges de l'industrialisation aujourd'hui sur un produit comme le Bastille? Alors, un vélo, c'est complexe. Un vélo pliant, c'est un peu plus complexe. Un vélo pliant de Bastille, c'est encore un niveau. Donc il n'y a pas un gros challenge, mais il y en a des dizaines, quoi. C'est plein, plein de petits détails, de mise au point qui font qu'à la fin, on aura un produit qui, j'espère, sera au maximum de sa fiabilité et du plaisir de conduite, quoi. Mais donc, c'est beaucoup, beaucoup d'attention à beaucoup, beaucoup de détails. Ok, parce que du coup, il y a différents process. Donc, tu as ton process de collage qui est Ouais. fait à côté d'Angers. Ensuite, tu as l'assemblage. Est-ce que, des opérations, j'imagine, euh, déjà complexes à petite échelle, mais si tu me dis que tu veux produire effectivement 10 000 vélos, enfin, horizon 10 000 vélos, il va falloir il va falloir du gros contrôle qualité, s'assurer que Ouais. c'est OK. Ouais. Même si évidemment les gens qui fabriquent des sièges d'avion sont soumis à des règles qui sont très strictes, euh, qui sont peut-être plus strictes que celles qu'on a l'habitude de voir dans le vélo. Absolument, oui. Oui, oui, je te confirme, les qualifications aéronautiques, c'est quelque chose. Donc c'est plutôt rassurant en fait finalement quand on se dit qu'on travaille avec ces gens-là. Oui, c'est pour ça qu'on est allé chercher des gens, enfin, bon, Cycle Europe, qui est un très gros assembleur, on est allé chercher des gens avec des capacités, en fait, industrielles, qui nous permettaient de dire, bah, si c'est ce qu'on espère, ça marche et qu'on a de la demande, qu'on soit capable de vraiment monter en charge assez rapidement et évidemment avec la qualité qu'on veut avoir, quoi. Donc c'était très important d'avoir des partenaires solides. Alors si, si je refais le tour, on a donc un vélo qui est
qui est français, enfin alors, qui est français dans sa conception, dans sa fabrication, dans son assemblage. J'imagine qu'il y a des pièces qui doivent venir d'Asie, Alors quoique. oui, oui, Oui. on a pas mal de composants qui viennent d'Asie. On a des composants qui viennent aussi de France, du Portugal d'autres pays. Mais oui, on a pas mal de composants qui viennent d'Asie. De temps en temps, je trouve que trop, même moi, si je pouvais faire plus de Mm. Made in France, mais bon, c'est compliqué les projets comme ça et c'est compliqué de trouver. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas forcément une question de coût. C'est aussi beaucoup une question de savoir-faire. Et il y a malheureusement des savoir-faire qu'il n'y a plus ici. Et donc, si j'avais les moyens petit à petit de rapatrier un certain nombre de choses, je le ferais avec plaisir. Mais aujourd'hui, oui, on a quand même pas mal de composants en amont qui viennent d'Asie. Mm. Mais c'est déjà quand même un gros tour de force que de produire un vélo qui est, on va dire, aller à 80% français, même si évidemment on peut pas se passer des composants asiatiques, parce qu'en termes de volume et puis de tarifs, ils sont loin. Euh, Justement, est-ce que tu as fait déjà des études pour voir ce que ça pouvait coûter de fabriquer le vélo ailleurs? Est-ce que c'était seulement envisageable, parce qu'en termes de technique et de complexité, bah, peut-être que en fait, en France, c'est certes plus cher, mais au moins on est sûr enfin, on est sûr qu'en termes de qualité, on atteint le standard qu'on s'est fixé. Est-ce que tu as déjà eu cette réflexion de te dire, bah, peut-être qu'on peut le faire ailleurs, ou est-ce que c'était même pas un sujet? Ça a toujours été un sujet, mais alors quand tu parles de qualité, en fait, il faut pas se faire comment dire? Faut pas se dire que si on le fait en Asie, on perd en qualité. Bien sûr. Ces gens-là, savent super bien travailler. Moi, je l'avais vécu dans le monde de la poussette. Alors, une poussette, c'est encore autre chose puisque une poussette, c'est tellement plus simple à fabriquer que on trouve des usines qui sont capables de tout faire, ce qui n'existe plus du tout, ce qui est absolument impossible en Europe. Et donc, 100% des poussettes du monde sont fabriquées en Chine. Voilà, on va le dire comme ça. Dans le vélo, c'est évidemment beaucoup plus contrasté. Et donc, oui, c'est pas un sujet de qualité. Alors, mais vraiment, c'est beaucoup une question de savoir-faire. Et donc, dire je vais comparer avec une solution made in Europe même, bah souvent, la question se pose même pas, parce que quand on veut faire des tubes hydroformés, par exemple, il n'y a pas de, y a pas de fabricant en Europe, quoi. Il n'y en a pas. Donc on ne peut pas comparer. Quand on veut faire de la forge 3D, hein, qui est une des technologies qu'on utilise, non, ça n'existe pas en Europe. Il y a ça, c'est pas mon boulot, mais je dirais les gens qui veulent militer pour la réindustrialisation de la France, il faut aussi qu'ils se posent la question dans ces termes-là. Il faut aussi se dire comment est-ce que je pourrais redévelopper des technologies de ce type-là. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre, selon toi? Parce que du coup, tu as fait, j'imagine, beaucoup de recherches pour produire le vélo. Quelles sont les choses qui manquent, à part ce que tu viens de nous dire, qui pourraient permettre de produire de nouveau des vélos en France? C'est quoi les trous dans la Euh, raquette, si toutefois on peut résumer? Alors, on produit des vélos en France. Il y a quand même pas mal de choses qui existent en France. Encore une fois, si je compare avec le marché de la puériculture, où tout est complètement délocalisé, en France, il y a encore une base qui existe. Il y a encore beaucoup d'éléments soit qui ont tenu, soit des boîtes qui sont apparues. D'après ce qu'on comprend, alors c'est pas le, comment dire, le marché le plus difficile à appréhender, mais dans l'assemblage de vélos, par exemple, on sent qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se monter ici ou là, et donc le paysage de l'assemblage en France va probablement évoluer dans les prochaines années, et c'est un très bon élément. Et pour le reste, savoir comment rapatrier enfin, des process purement industriels je sais pas, de forge ou de fabrication je sais pas, de selles de vélo et des choses comme ça. Là, je suis déjà moins dans mon domaine de compétences, Mm. donc je saurais pas dire ce qu'il faudrait. Mais Ouais. Bah, on voit des belles démarches, notamment nos amis de chez Moustache, hein, qui ont sorti le
le J. Oui, ouais. On a également les amis de chez 12, Il y a 12, oui, 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 oui. voilà, qui a sorti ce cargo qui est fait enfin, qui a une approche environnementale et locale. Donc on salue Thomas Coulbeau que j'aurai également Ouais. dans le podcast très bientôt, j'espère. Et puis Manu et Greg de Moustache. De Euh, moustache, oui. voilà. Ouais. Et donc ça, c'est des démarches qui sont en train d'être mises en place du côté des marques. Il y a des belles démarches aussi du côté des distributeurs. Donc on a parlé de Cycle Europe, mais on a également Cycle Lab qui monte une usine d'assemblage. Ouais. Donc Denis Briscadieu que je salue. Et donc il y a des belles choses comme ça et des belles dynamiques. Et puis et donc ça c'est une. Et puis on a déjà aussi parlé de ce qui se passait du côté de Lyon, enfin région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc il y a pas mal de choses qui se font, qui sont intéressantes. Et c'est une belle dynamique, quoi. Enfin, c'est une belle Ouais. dynamique et que les marques doivent aussi encourager. Euh, et est-ce qu'il y a une incitation? Est-ce que tu penses qu'il faudrait une incitation? Est-ce qu'il manque quelque chose aujourd'hui pour des marques qui veulent se lancer afin de les, je sais pas, de leur dire non mais enfin, produisez français, c'est pas beaucoup plus cher, on a un savoir-faire, on a des choses chez nous. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est plus facile quand tu fais des produits haut de gamme. Hmm. Hein, tu citais Moustache avec son modèle J ou 12, etc. Donc, c'est des produits qui sont vraiment très premium. Et là, c'est beaucoup plus facile de faire des choses comme ça. Euh, et puis, alors pour que ce soit plus incitatif, bah, il faut aussi que effectivement les pouvoirs publics jouent leur rôle. Il faut qu'ils facilitent, qu'ils aident les industriels qui veulent se développer là-dedans. On parle aussi, alors là c'est plus pour les fabricants de vélos, mais ça fait un bout de temps qu'on parle. Est-ce que ça arrivera un jour? Ça serait formidable de pouvoir baisser la TVA sur les vélos. Enfin, tout ça, ça permettrait de rendre le marché beaucoup plus accessible. Et ça, en fait, si le marché avance et qu'il y a de plus en plus besoin de vélos, bah, il y aura de plus en plus de possibilités pour réindustrialiser des choses en France, c'est sûr. Hmm. C'est sûr que la baisse de la TVA sur le vélo, ce serait quand même un sacré morceau. Ah oui, si le vélo pouvait t'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, comparé, par exemple, au marché de l'aviation, par exemple, Hmm. qui est très aidé, ça serait quand même pas mal, ouais. Ouais, sachant que j'ai lu un post d'Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait faire du sport, en tout cas de l'activité physique en 2024, l'une des priorités. Et ben c'est pas complètement tombé dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que toi, je sais pas, quand tu vois ce qui va se passer en 2024, les JO, Paris, tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer justement en termes de vélo? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu veux, je sais pas, tu t'es dit que t'allais essayer de te positionner? Sur les JO? Ouais, je sais pas, sur quelque chose qui va se passer à Paris, puisque. Ouais, ben, j'aimerais bien, mais voilà, c'est la période où on va se lancer, donc on va se Ah lancer, oui. enfin voilà, vraiment à cette période-là. À un moment, on avait un contact pour éventuellement faire un truc autour du parcours de la flamme, ou je sais pas. Écoute, s'il y a des sportifs qui écoutent et qui ont envie à ce moment-là de se balader en Bastille, bah, je serais content de les aider. Mais, euh, mais c'est évidemment accéder aux JO, c'est quelque chose qui est très éloigné d'une toute jeune marque comme la nôtre, quoi. Je veux dire, on n'a pas les Oui. moyens Non, comment mais dire, de préempter cet événement. bien sûr. Non, mais équiper les équipes, les athlètes, machin, tout ça. Bon, pour se déplacer à vélo dans Paris, On n'a pas encore été contacté, mais bon. Mais, mais, euh, mais on a plein d'envie aussi de créer des hmm. trucs, des événements ou oui, soit des événements ou des gens particuliers, enfin, ou créer un usage et puis peut-être, je sais pas, créer des vidéos. Enfin voilà, en Hmm. communication, je pense on a aussi de quoi pas mal s'amuser dans les années qui viennent. Il y a deux, trois trucs à faire, carrément. Bah écoute, top. Écoute,
Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés qui, toi, te tiennent à cœur, des questions que je t'ai pas posées? Alors, on n'a pas parlé du prix, tiens. Du Il prix, faut bah juste non, aussi, on va voilà, parler du prix, ouais. le prix de vente, c'est 2 590 €. Et comme tu le disais, on peut en bénéficier des aides de l'État ou des régions. Donc, Ok. Alors, oui, peut-être une question que je t'ai pas posée, qu'on m'a posée d'ailleurs. Pourquoi pas électrique? alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a pas de pas électrique puisque, on ne s'en cache pas, on travaille sur un modèle électrique. Déjà, une chose que je voudrais dire, c'est que Bastille, c'est pas un vélo, c'est une gamme de vélos et c'est une gamme d'accessoires qu'on va développer autour de ça. On a plein d'idées, mais des idées de dingue. Alors on va essayer de faire ça dans l'ordre et donc de classer et de calmer nos ardeurs sur un certain nombre de sujets, mais on a plein d'idées pour faire vivre la marque Bastille autour de produits différents. Alors, le phénomène du vélo électrique, évidemment, on ne l'ignore pas. Alors, on lance un vélo, il sera musculaire dans un premier temps, et c'est normal pour un vélo pliant, et on veut installer en fait vraiment ce nouveau concept, ce vélo de taille normale qui se plie, etc., de cette façon-là. Donc on veut promouvoir en fait ce nouveau type de pliage, enfin vraiment cette innovation forte. Un vélo pliant, c'est un vélo que parfois on est amené à porter, etc. Donc la question du poids est importante. Donc si on partait sur un vélo électrique, si on partait sur un vélo électrique aussi, on aurait plus de complexité, hein, parce que forcément, on se retrouve avec Hmm. les questions de moteur, batterie, quelle solution et tout ça. Donc, on avait suffisamment à faire dans cette première phase-là. Et puis aussi, moi, c'est un truc, je suis persuadé d'une chose, c'est que alors, le vélo électrique a connu un formidable engouement et il répond à des vrais besoins. Mais il a beaucoup servi aussi ces dernières années comment dire, en une espèce de produit d'appel, quoi. Il a servi à attirer des gens vers le vélo parce que ouah, il est électrique, il est électronique, donc il y a ce truc, c'est un peu excitant en fait, toute cette truc techno. Mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui réalisent au bout d'un moment que ce qui est formidable dans leur vélo électrique, c'est le vélo, quoi. Et les statistiques, c'est que en ville, la plupart des déplacements font moins de 5 kilomètres. Donc, à moins qu'on habite à Montmartre ou à la Croix-Rousse à Lyon, on a moins besoin d'un vélo électrique pour faire 3 kilomètres, c'est sûr. Donc, je pense qu'on peut attirer, avec notre innovation, qui est encore une fois le pliage, on peut attirer des gens qui se diront, finalement, qu'est-ce qui m'apporte le plus de service? Est-ce que c'est mon vélo électrique qui va m'aider à démarrer au feu rouge? Ou est-ce que c'est ce vélo avec son pliage incroyable qui me permet d'aller partout? Voilà, on pense qu'on peut vraiment répondre à pas mal de besoins rien qu'avec ça. Et par contre, oui, il y a des besoins, des gens qui font des plus longues distances, il y a des gens qui habitent dans des endroits avec des pentes importantes. Ouais. Et donc, ces gens-là, ou des gens qui ont des difficultés pour se déplacer, donc ces gens-là, oui, une solution électrique. Mais ça sera toujours un complément et on offrira toujours le choix. Ça, c'est très, très important pour nous. Ok, Donc, on très n'ignore bien. pas le phénomène électrique. Par contre, j'ai l'habitude de dire, t'es pas prêt de voir un vélo Bastille avec une app Bastille qui te permet de te connecter et qui sonne dans ta poche et voilà, et que tu as besoin de ton téléphone pour le démarrer. Ça, il y a peu de chances que ça existe. Je crois qu'on a compris la notion de simplicité et d'accessibilité, et de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Écoute, top. Merci beaucoup pour ça. Merci pour tous ces éléments. J'ai hâte de pouvoir tester un petit peu plus dans le détail. Donc, Ouais. Et ouais, ben, nous, on a hâte de le faire découvrir à toi et à tout le monde. génial. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on suit Bastille?
Moi, je suis pas mal sur LinkedIn, mais on est aussi sur Instagram, on est aussi sur YouTube. On a notre site internet qui est en ligne, sur lequel, oui, c'est important de le préciser. On peut déjà précommander, même si c'est très, très tôt. Mais on peut surtout s'inscrire pour faire des essais. Et donc, dès que ça sera disponible, on va commencer à organiser des sessions ici ou là. Et puis après, on aura des vélos dans les magasins. Donc, on peut commencer déjà à s'inscrire pour ces tests-là. Ok, donc on mettra tous les liens tous les liens que tu m'enverras dans les notes de l'épisode. Et comme ça, vous pourrez aller voir tout ce qui se passe du côté de Bastille et tout ce que Gilles publie. Et il y a des vidéos qui sont intéressantes, notamment le reveal, le dévoilement du vélo, qui est, Ah, je et quand on va trouve, faire des vidéos un peu virales, c'est drôle de voir ce qui se passe. Et, Mm. et on va aussi créer des contenus comme ça parce qu'il faut qu'on aille encore plus loin pour Ouais, montrer le pliage dans des conditions réelles parce qu'on voilà, on sait que ça va marcher, quoi. excellent. Bon, eh bien merci beaucoup Gilles. Je te dis à très bientôt. À vous qui nous écoutez, un grand merci également de nous écouter toujours plus nombreux semaine après semaine et de me faire vos feedbacks et encouragements. Et si vous voulez nous envoyer un petit mot, eh ben vous le faites sur LinkedIn avec grand plaisir. Et puis si vous voulez nous laisser un petit avis, n'hésitez pas à le faire aussi, ça aide beaucoup. Merci à toi. Merci Gilles, et à très bientôt. Et puis à vous qui nous écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, vous avez le pouvoir de m'aider à développer En roue libre. Pour ça, c'est très simple et ça vous prend 1 minute. Laissez-moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami. Ça m'aide à être plus visible, ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs, mais surtout, le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo. Et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.